Vous vivez dans le mauvais monde, le monde chaotique, le monde des guerres mondiales, des frontières absurdes, des nations qui s'entretuent depuis 2 siècles. Mais il existait une autre possibilité, un autre chemin, une Europe unie, pacifique, puissante. Elle était à 30 minutes de devenir réalité. 18 juin 1815. Champ de Waterloo. Ce jour-là, l'histoire a hésité, puis elle a choisi le chaos. Aujourd'hui, nous entrons dans le monde qu'elle a rejeté. Bienvenue dans l'Europe qui n'a jamais existé. Imaginez Paris en 1950. Pas la ville divisée de notre réalité, pas la capitale d'un pays traumatisé par 2 guerres. Imaginez la capitale d'un empire qui domine le monde depuis 135 ans. Les boulevards s'étendent jusqu'à Berlin. La langue française résonne de Lisbonne à Varsovie. Une seule nation. De l'Atlantique aux Carpates, pas de mur de Berlin, pas de rideau de fer, pas d'Holocauste, pas de 50 millions de morts, juste la Pax Napoleonica. La paix imposée par un homme qui a gagné une bataille qu'il aurait dû perdre. Mais pour comprendre ce monde, il faut retourner à Waterloo. Au moment exact où l'histoire a basculé. 30 minutes, c'est tout ce qui manquait. 30 minutes qui ont condamné l'Europe à 2 siècles de carnage. Le point de rupture. 30 minutes qui changent tout le sol est détrempé. Il a plu toute la nuit. Les canons s'enfoncent dans la boue. Napoléon attend. Il attend que le terrain sèche. Fatal. Dans notre réalité, cette attente détruit l'Empire français. Mais effaçons la pluie. 3 heures plus tôt. Le sol sèche, 8h30 du matin. Napoléon n'attend pas. Il attaque. Les canons français tonnent. L'artillerie la plus meurtrière d'Europe frappe les lignes britanniques avant qu'elles ne soient prêtes. Wellington vacille. Ses troupes ne sont pas déployées. Les carrés d'infanterie ne sont pas formés. La cavalerie est encore en mouvement. Le premier assaut français brise ses lignes comme du verre. 15 heures. Dans notre monde, les Prussiens arrivent ici. Ils sauvent Wellington. Ils détruisent Napoléon. Mais dans ce monde-ci, à 15 heures, Wellington fuit déjà. Ses lignes sont brisées, sa retraite est désordonnée. Grouchy revient. 33 000 hommes frais. Quand Blücher et ses Prussiens apparaissent, ils trouvent une armée française victorieuse, renforcée, dominante. Blücher hésite. Il voit la défaite britannique. Il ordonne le repli. Les Prussiens se retirent. Napoléon a gagné Waterloo. La chute des royaumes. Londres, 25 juin 1815. La nouvelle arrive. Wellington vaincu. L'armée britannique décimée. Le Parlement est en état de choc. Certains parlent de continuer la guerre. D'autres de paix immédiate. Le duc de Wellington lui-même recommande la négociation. Le gouvernement britannique n'a plus d'armée continentale. Ses alliés sont dispersés. L'Autriche hésite. La Prusse lèche ses blessures. La Russie est trop loin. Pour la première fois depuis 1803, la Grande-Bretagne est seule face à Napoléon. Paris, 1er juillet 1815. Napoléon entre triomphalement aux Tuileries. Les 100 jours ne sont plus une parenthèse. C'est le retour définitif. Les royalistes fuient. Louis XVIII s'exile à nouveau. La France impériale renaît de ses cendres. Mais Napoléon a appris. Il sait que la victoire militaire ne suffit pas. Il faut la paix. Une paix imposée, certes, mais une paix durable. Il convoque un congrès, non pas à Vienne, mais à Paris. Le congrès de Paris de 1815. Un nouveau traité pour une nouvelle Europe. Les termes sont clairs. La France conserve ses frontières de 1792, plus la Belgique et la Rhénanie. Les monarchies européennes reconnaissent l'Empire français. En échange, Napoléon garantit l'indépendance des autres nations. Plus d'expansion territoriale, plus de guerre de conquête. La Pax Napoleonica commence. L'Autriche accepte. Elle récupère ses territoires italiens perdus. La Prusse accepte. Elle garde la Saxe et une partie de la Pologne. La Russie accepte. Elle conserve la Finlande et la Bessarabie. Seule la Grande-Bretagne refuse. Mais isolée, elle finit par signer en 1816. L'Europe a un nouveau maître, la Pax Napoleonica, un empire de loi Napoléon, ne commet pas l'erreur de 1812. Il ne marche pas sur Moscou. Il ne s'épuise pas dans des guerres sans fin. Il gouverne. Il administre. Il modernise. L'Empire français devient le laboratoire de la modernité européenne. Le Code civil français, déjà adopté en France depuis 1804,
devient la loi de l'Empire. Égalité devant la loi, abolition des privilèges féodaux, droit de propriété garanti, liberté de culte, mariage civil. Ces principes s'étendent à toute l'Europe occidentale. Les monarchies absolues vacillent, en Autriche, en Prusse, en Espagne. Les vieux systèmes féodaux s'effondrent, non par la Révolution, mais par l'exemple. Les bourgeoisies locales voient le modèle français. Elles le veulent. Les rois doivent céder ou tomber. Ou l'Autriche adopte une constitution. La Prusse suit en 1822. L'Espagne en 1823. Partout, les parlements naissent. Le suffrage censitaire s'installe. Les libertés individuelles sont garanties. L'Europe se transforme 100 ans avant notre chronologie. L'histoire tient à si peu. Paris devient la nouvelle Rome. Non par la conquête militaire, mais par le rayonnement culturel et légal. Les universités européennes enseignent le droit français. Les architectes copient les bâtiments parisiens. La langue française domine les cours européennes encore plus qu'avant. Le système métrique s'impose partout. Plus de pieds, de pouces, de lieux différentes selon les régions. Un mètre est un mètre de Lisbonne à Berlin. Un kilogramme est un kilogramme de Madrid à Varsovie. L'économie européenne s'unifie. Les routes se multiplient. Les canaux se creusent. Les ponts se construisent. L'infrastructure moderne naît sous l'impulsion française. Le commerce explose. Les marchandises circulent librement. Les douanes intérieures disparaissent. L'Europe devient un marché unique. L'industrialisation s'accélère. La France et la Belgique, déjà en avance, partagent leur technologie. Les machines à vapeur se répandent. Les usines se multiplient. La révolution industrielle, qui dans notre réalité se concentre en Grande-Bretagne, se diffuse sur tout le continent. L'empire global, le défi maritime. Mais un problème demeure. La Grande-Bretagne contrôle les mers. La Royal Navy est intacte. Waterloo n'a pas touché la flotte britannique. Et sans domination maritime, l'Empire français reste limité au continent. Napoléon lance un programme naval massif. 100 vaisseaux de ligne à construire en 10 ans. Les chantiers navals de Brest, Toulon, Anvers travaillent jour et nuit. La France investit des sommes colossales dans sa marine. Les Pays-Bas, désormais intégrés à l'Empire français, apportent leur expertise maritime. Les ingénieurs hollandais construisent des navires plus rapides, plus maniables. La combinaison du savoir-faire français et hollandais crée une flotte redoutable. Quelques années plus tard, la marine française égale presque la Royal Navy en nombre de vaisseaux. Mais la Grande-Bretagne reste supérieure en expérience. Les marins britanniques ont combattu pendant 20 ans. Les Français doivent rattraper ce retard. Napoléon évite l'affrontement direct. Pas de nouvelle Trafalgar. Il préfère la guerre d'usure. Les corsaires français harcèlent le commerce britannique. Les colonies britanniques sont bloquées. L'économie anglaise souffre. La crise financière frappe Londres. Les banques s'effondrent. Le chômage explose. Les émeutes éclatent. Le gouvernement britannique est contraint de négocier. Un traité naval est signé. La France obtient la liberté des mers. L'Atlantique n'est plus un lac britannique, mais un problème demeure. Les Amériques, le nouveau monde français. Avec la liberté des mers, Napoléon regarde vers l'ouest. La Louisiane, vendue aux États-Unis en 1803, est un regret. Dans notre chronologie, Jefferson a payé 15 millions de dollars pour un territoire immense. Napoléon avait besoin d'argent pour ses guerres européennes. Mais maintenant, en 1830, la situation est différente. L'Empire français est riche, stable, puissant, et les États-Unis sont jeunes, vulnérables, divisés. Le Sud esclavagiste et le Nord industriel se regardent déjà avec méfiance. Napoléon ne propose pas de racheter la Louisiane. Il propose un traité. La France reconnaît la souveraineté américaine sur la Louisiane orientale. En échange, les États-Unis reconnaissent la souveraineté française sur la Louisiane occidentale, du Mississippi aux Rocheuses. Le président américain hésite, mais la France offre quelque chose d'irrésistible, une alliance contre l'Espagne. Les territoires espagnols au sud, la Floride, le Texas, sont promis aux États-Unis. En échange, la France récupère le Mexique et l'Amérique centrale. La guerre hispano-française américaine éclate. Elle dure 6 mois. L'Espagne s'effondre. Le traité de la Havane redessine l'Amérique. Les États-Unis obtiennent la Floride et le Texas. La France obtient le Mexique et l'Amérique centrale. L'Empire français devient transatlantique.
De Paris à Mexico, un empire continue sous une seule couronne. Les ressources mexicaines affluent vers Paris. L'économie impériale explose. La question coloniale. L'Empire britannique se replie. Il perd sa domination maritime, mais conserve ses colonies. L'Inde, l'Australie, le Canada restent britanniques. Un empire maritime, réduit mais toujours présent. La course coloniale commence. L'Algérie devient la tête de pont française en Afrique. De là, les armées s'enfoncent vers le sud. Le Sahara est traversé. Les royaumes africains sont soumis. L'Empire français contrôle l'Afrique du Nord et de l'Ouest, de l'Algérie au Sénégal. Les Britanniques contrôlent l'Est et l'Austral. Une ligne invisible divise le continent. En Asie, la confrontation est évitée. La France se concentre sur l'Indochine, la Grande-Bretagne garde l'Inde. Un équilibre fragile. Napoléon II. L'héritier. Napoléon a 71 ans. Il a régné 25 ans depuis Waterloo. Il a transformé l'Europe. Mais il vieillit. La question de la succession se pose. Son fils, Napoléon II, a 29 ans. Il a été élevé pour régner. Napoléon II n'est pas son père. Il est plus prudent, plus diplomate, moins militaire. Mais il est intelligent. Il comprend que l'Empire ne peut survivre par la force seule. Il faut l'adapter, le moderniser, le transformer en quelque chose de durable. Napoléon Ier meurt, Napoléon II monte sur le trône. Il annonce immédiatement des réformes. Le suffrage censitaire est élargi. Plus d'hommes peuvent voter. Les libertés de presse et d'association sont garanties. L'Empire devient plus libéral. Il crée le Conseil impérial, une sorte de parlement consultatif. Les représentants des nations de l'Empire siègent à Paris. Français, Belges, Hollandais, Italiens, Allemands discutent ensemble. L'Empire se fédéralise. Les langues locales sont respectées. Le français reste la langue administrative, mais l'allemand, l'italien, le néerlandais sont enseignés dans les écoles. L'Empire devient multilingue, multiculturel. Une identité impériale naît, au-delà des identités nationales. La révolution industrielle impériale. L'Empire français est la première puissance industrielle mondiale. Les chemins de fer relient Paris à Vienne, à Amsterdam, à Milan. Les télégraphes permettent de communiquer instantanément d'un bout à l'autre de l'Empire. Les expositions universelles se tiennent à Paris tous les 5 ans. Les inventeurs du monde entier présentent leurs innovations. La Tour Eiffel est construite en 1867, 22 ans avant notre chronologie. Elle symbolise la puissance technologique française. L'éducation devient obligatoire dans tout l'Empire en 1855. Les écoles primaires se multiplient. L'alphabétisation explose. En 1870, 80% des citoyens impériaux savent lire et écrire. L'Europe napoléonienne est la plus éduquée du monde. Les universités se spécialisent. Paris dans le droit et les sciences politiques. Berlin dans la philosophie et la chimie. Vienne dans la médecine. Milan dans l'architecture. Le savoir circule librement. Les étudiants étudient dans plusieurs villes impériales. Le défi démocratique. Mais un problème grandit. L'Empire est libéral, mais ce n'est pas une démocratie. Le pouvoir reste concentré dans les mains de l'empereur. Et avec l'éducation, les citoyens veulent plus de droits. Le suffrage universel est réclamé. Des manifestations éclatent à Paris, à Berlin, à Milan. Les ouvriers demandent le droit de vote. Les intellectuels réclament une constitution. Napoléon II est face à un choix, réprimer ou réformer. Il choisit de réformer. En 1871, il promulgue la Constitution impériale. Le suffrage universel masculin est instauré. Le Conseil impérial devient un véritable parlement avec pouvoir législatif. L'empereur garde le pouvoir exécutif, mais doit gouverner avec le Parlement. L'Empire devient une monarchie constitutionnelle fédérale, unique en Europe. Ni absolutisme, ni république. Un système hybride qui combine tradition et modernité, stabilité et liberté. Les partis politiques naissent, les impériaux qui soutiennent la dynastie, les fédéralistes qui veulent plus d'autonomie régionale, les socialistes qui réclament des réformes sociales. Les débats parlementaires sont passionnés, mais pacifiques. L'Empire au XXe siècle. L'Empire français entre dans le XXe siècle comme la superpuissance mondiale.
Sa population dépasse 200 millions d'habitants. Son économie représente 40% du PIB mondial. Sa culture domine la planète. Mais des tensions apparaissent. Les nationalismes régionaux se réveillent. Les Allemands veulent plus d'autonomie. Les Italiens aussi. Les Polonais rêvent d'indépendance. L'Empire doit constamment négocier, compromis, adapter. Napoléon III, petit-fils de Napoléon II, règne depuis 1895. Il est un empereur moderne. Il voyage en automobile. Il communique par téléphone. Il apparaît dans les premiers films cinématographiques. Il symbolise un empire qui se modernise. Dans notre chronologie, la Première Guerre mondiale éclate. Mais dans cette réalité alternative, il n'y a pas de guerre. Pourquoi? Parce que l'Empire français domine tellement l'Europe que personne ne peut le défier militairement. Personne n'ose. Les conflits se règlent par la diplomatie. Le Congrès impérial de Paris résout les différends. Les nations de l'Empire ont trop à perdre dans une guerre. L'économie est intégrée. Les familles sont mélangées. La paix est rentable. Le monde. En 1950, l'Empire français a 135 ans. Il a survécu à 3 Napoléons. Il s'est transformé, adapté, modernisé. Mais il existe toujours. De l'Atlantique à la Vistule, de la mer du Nord à la Méditerranée, un seul État. Les frontières que nous connaissons n'existent pas. Pas d'Allemagne, pas d'Italie, pas de Belgique comme nations indépendantes. Seulement des régions administratives d'un empire fédéral. Berlin est une capitale régionale, pas nationale. Rome aussi. La langue française est devenue la lingua franca mondiale, bien plus que dans notre réalité. Mais les langues régionales ont survécu. L'allemand se parle en Rhénanie et en Autriche. L'italien en Lombardie et en Toscane. Le néerlandais en Hollande. Un empire polyglotte. La démocratie parlementaire fonctionne. Le Parlement impérial compte 1000 députés élus au suffrage universel. Les femmes votent depuis 1920. Les lois sociales sont avancées. Retraite, assurance maladie, congés payés. L'État-providence est né dans l'Empire napoléonien. La technologie avance rapidement. Les premières centrales nucléaires sont construites en France dans les années 1940. Les premiers ordinateurs sont développés à Paris et à Berlin. La course spatiale commence entre l'Empire français et l'Empire britannique, pas entre États-Unis et URSS. L'Union européenne n'existe pas dans notre réalité. L'Union européenne naît après 1945 pour empêcher une nouvelle guerre. Mais dans cette chronologie, l'Union européenne n'existe pas. Pourquoi en aurait-on besoin? L'Europe est déjà unie, depuis 150 ans. Il n'y a pas eu de Première Guerre mondiale, pas de Seconde Guerre mondiale, pas d'Holocauste, pas de rideau de fer, pas de guerre froide. L'histoire du XXe siècle est complètement différente. Les États-Unis ne sont pas devenus la superpuissance mondiale. Ils sont restés une puissance régionale, concentrée sur l'Amérique du Nord. La Grande-Bretagne a décliné lentement, perdant progressivement ses colonies face à la pression française. La Russie n'a jamais connu la révolution bolchevique. Sans la Première Guerre mondiale, le tsarisme a survécu et s'est lentement modernisé. Elle reste un empire autoritaire mais stable, concurrent de l'Empire français en Asie centrale. Le prix de la paix. Mais cette Europe unifiée a un coût. Les identités nationales ont été affaiblies. Les langues régionales survivent, mais le français domine. Les cultures locales existent, mais Paris rayonne trop fort. L'uniformisation culturelle est réelle. Les peuples colonisés en Afrique et en Asie n'ont pas gagné leur indépendance comme dans notre chronologie. L'Empire français est trop fort. Les mouvements de libération nationale sont réprimés ou intégrés. Le colonialisme dure plus longtemps. La démocratie existe, mais elle est limitée. Le système impérial favorise la stabilité sur le changement radical. Les révolutions sont impossibles. Les réformes sont lentes. Le conservatisme domine. Et la question reste ouverte. Combien de temps un empire peut-il durer? Rome a tenu 1000 ans. L'Empire ottoman, 600 ans. L'Empire français napoléonien peut-il survivre au XXIe siècle? Ou finira-t-il par se fragmenter comme tous les empires avant lui? La réalité alternative. Voilà le monde que 30 minutes de différence à Waterloo auraient pu créer. Une Europe unie sous la couronne française. Un empire libéral et modernisateur. Une paix imposée qui évite les guerres mondiales, mais aussi une diversité culturelle affaiblie et un colonialisme prolongé. Est-ce un monde meilleur? C'est impossible à dire.
Il n'y a pas eu de guerre mondiale, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu non plus d'indépendance nationale, ni de libération coloniale. La paix, mais au prix de la liberté nationale. Ce monde alternatif nous montre que l'histoire tient à peu de choses. 30 minutes. Une pluie qui s'arrête plus tôt. Un terrain qui sèche plus vite. Et toute la trajectoire du monde change. Napoléon lui-même disait que l'histoire est une suite d'accidents. Waterloo en est la preuve. Une bataille perdue par quelques heures de retard. Une bataille qui aurait pu être gagnée avec un peu plus de chance. Et si cette bataille avait été gagnée, nous vivrions dans un monde méconnaissable. Pas de nation européenne telle que nous les connaissons. Pas d'Union européenne. Pas de guerre mondiale. Pas de guerre froide. Un monde complètement différent. Mais ce monde n'existe pas. Il n'est qu'une possibilité. Une réalité parallèle dans l'imagination. Car le 18 juin 1815, la pluie est tombée. Le terrain était détrempé. Napoléon a attendu. Les Prussiens sont arrivés. Et l'histoire a pris le chemin que nous connaissons. Pourtant, il est fascinant de penser que tout aurait pu être différent. Que le monde dans lequel nous vivons n'était pas inévitable. Qu'une autre Europe était possible. L'Europe napoléonienne. L'Europe qui n'a jamais existé. Et parfois, l'histoire ne pardonne pas. 30 minutes. C'est tout ce qui manquait.